Oh mon Dieu, on se reconnaît plus à Grange-Paco, hein? C'est incroyable. Alors, quand j'ai commencé l'école, Grange-Paco était pauvre. On était quoi, 400 ou 500 habitants, on arrive à 4000. Ouais, c'est énorme. Il faut savoir que Grange-Paco, à cette époque, quand je suis né, avait quelque chose comme 150 habitants. Et au fil des années, à partir de 1956, les transformations ont commencé. Il a fallu trouver de l'eau dans la commune de Grange-Paco pour alimenter le village. Ça a été fait, plusieurs sources ont été captées dans la forêt. Et puis j'ai assisté, quand je rentrais de l'école, j'ai pu assister à tous ces travaux. Je regardais, j'étais passionné par les quelques hommes qui travaillaient à ce moment-là, tout à la pelle. Il n'y avait pas de machine, rien du tout. C'était à la pelle, la pioche. C'était éreintant pour ces hommes, mais ils étaient là. Voilà. Et j'ai vu par la suite aussi le développement du village à partir de 1960, où vraiment Grange-Paco a bougé. Le conseil communal de l'époque était conscient qu'il fallait développer le village. Et comme on est proche de Fribourg, l'autoroute qui est arrivée, Grange-Paco s'est développé très rapidement. Et aujourd'hui, on est bientôt à 4000 habitants. Vous voyez, donc il y a un changement qui s'est produit. Voilà. Oh mon Dieu, on se reconnaît plus à Grange-Paco, hein? C'est incroyable. J'habitais en haut au village, là. Alors, il y avait quelques fermes, une, deux maisons, mais très peu. Après, il y avait Agi, où c'est Agi maintenant, vous connaissez? Alors là, il y avait une ferme et puis le château. La ferme n'existe plus, tout est en immeuble. Le château existe encore, la ferme a été rasée, comme on dit. Maintenant, il y a plein de monde là. Et à Chambliou, c'est la même chose. Chambliou, il y avait quelques maisons, c'est tout. Hein. Maintenant, il y a tous ces immeubles, tout ça. Et puis, il y a l'autoroute aussi qui est passée par là, qui nous fait du bruit, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et autrement, au village, il y avait le quartier de la Faille aussi. C'était une petite ferme là. Et maintenant, il y a, je vois, une trentaine de maisons là, depuis bien des années déjà. Alors, quelqu'un qui reviendrait maintenant, on ne reconnaît plus Grange-Paco. Hein, c'est éliminé Grange-Paco, presque on peut le dire. Mais c'est comme ça, c'est l'évolution, et puis voilà, on fait avec. Bon, c'est pas un mal, hein. Au contraire, beaucoup de monde nous envie, aimerait habiter Grange-Paco parce qu'on est près de la ville et tout. On a l'autoroute et tout, beaucoup d'usines, tout ça vient de s'implanter là pour question de trafic et tout. Vous préférez Grange-Paco avant ou maintenant? Quand vous étiez plus petit ou maintenant? C'était vraiment différent. Parce qu'avant, Grange-Paco était plus petit, on se connaissait tous. Aujourd'hui, ben voilà. Par exemple, je vous vois là, mais je ne sais pas d'où vous venez, d'où vous êtes, de quel quartier vous êtes. Tandis qu'à l'époque, ben on savait, moi, mais ça, lui, il habite Chambliou, lui, il habite au Trou, il habite, voilà, c'était, hein. Oui, il y a eu l'autoroute. Après, le pont du Lavapesson, tout le centre d'entretien d'autoroute. Après, toute la côte taurique qui était construite. Après, il y a eu la construction du forum. Oui, il y a eu énormément de choses qui ont changé. On était quoi, 400 ou 500 habitants, on arrive à 4000. Ouais, c'est énorme. Alors, quand j'ai commencé l'école, Grange-Paco était pauvre. Alors, je t'expliquais, je t'ai dit déjà qu'il y avait un seul instituteur, hein, et cet instituteur, il avait une fonction de secrétaire communal, c'est-à-dire c'est lui qui
qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait de l'eau plutôt, de l'entretien des routes, des choses comme ça. Voilà ce qu'il faisait. Et le village de Grange-Paco était un village rural. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, des bureaux, des choses comme ça. Et comme ils n'avaient pas ce genre de bureaux, d'ingénieurs, etc., ils avaient très peu de ressources d'impôts. Hein? Maintenant, ils ont des grandes ressources d'impôts parce que toutes ces sociétés, le casino, etc., ils versent les impôts à la commune. Tu comprends? Et la commune est devenue très riche. Du reste, c'est une des plus riches du canton. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient rien. Nous, quand on était jeunes, on avait votre âge, les routes n'étaient pas goudronnées. Alors, ce qu'on devait faire, on appelait ça les corvées. Moi, j'étais parmi les plus petits. Et sur les routes, on appelle ça les nids de poules ou des gouilles. Alors, on avait des râteaux, puis on devait prendre le gravier de côté et puis boucher les gouilles. Hein? On devait faire ce travail-là. Entretenir les routes, parce qu'il n'y avait personne. C'était notre travail. Et nos parents nous envoyaient faire ces corvées pour payer un peu moins d'impôts. Mais la commune était pauvre. À quel âge avez-vous commencé l'école? Alors, moi, j'ai commencé l'école enfantine, qui n'était pas encore obligatoire à ce moment-là. Et à l'école enfantine, j'ai commencé au Thérésianum. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette école enfantine. C'était au Jura, là où, en face de l'étang du Jura, justement. C'est un bâtiment maintenant qui a été rasé. Il y a des immeubles d'habitation qui ont été construits. Et là, j'allais à l'école enfantine uniquement le matin et pas tous les jours. Et il faut que je vous dise quand même une chose par rapport à cette école enfantine, c'est que moi, j'ai donc grandi au chemin de la Rapetta. Vous voyez où c'est? C'est ce qu'on appelle Grange-Paco village. Et donc, on allait à pied à l'école. Alors, on partait évidemment 3/4 d'heure avant pour arriver à l'heure. Et puis, quand l'école se terminait le matin, retour à pied jusqu'à la maison. Et donc, on marchait beaucoup. Donc ça, c'était l'école enfantine, la première année. La deuxième année, ils ont déplacé l'école enfantine parce qu'il y avait tellement d'élèves dans ces années-là. On était dans ce qu'on appelle la période du baby-boom. Il n'y avait pas de place à l'école, à l'ancienne école de Grange-Paco. Donc, ils ont ouvert une classe spéciale à côté de Chambly-ou-Parc, là où actuellement il y a Michelin, la société financière. Et là, on était les seuls élèves dans ce bâtiment. À ce moment-là, il y avait des pères qui habitaient ce bâtiment. Et alors, imaginez la cour de récréation qu'on avait. C'était cet énorme parc. On se défoulait aussi énormément. Et bien évidemment, là aussi, on se déplaçait pour aller à l'école à pied. Et ensuite, j'ai intégré donc l'école primaire à l'ancienne école. Donc, j'ai commencé l'école enfantine à 5 ans. Et puis après, à 7 ans, j'ai commencé l'école primaire. Avant, on ne parlait pas d'école obligatoire pour l'école enfantine. L'école obligatoire, c'était à partir de la première primaire, jusqu'à la fin du CO. Donc là, j'ai fait mes 6 années d'école primaire à l'ancienne école de Grange-Paco. Est-ce que vous avez plusieurs profs pour chaque matière ou un seul prof pour tout? Non. Alors, on n'avait qu'un seul instituteur par niveau. Donc, en première primaire, on avait un instituteur ou une institutrice. Et en fait, dans les petits niveaux, c'était plutôt des dames. Et à partir de la 4e, moi, j'ai eu l'enseignant Achille Duc. Et en 5e, 6e, j'avais Michel Joquet, qu'on appelait le régent. Et c'était vraiment, donc, pendant toute l'année, le même instituteur, le même prof. Comment était l'école autrefois? C'était assez différent dans son aspect, je dis comme ça, extérieur et un peu dans les branches que l'on enseignait, mais l'essentiel est resté le même. Si je dis assez différent, c'est que moi j'ai commencé l'école à 6 ans, il n'y avait pas d'école enfantine encore à Grange-Paco. Nous étions toutes les classes réunies à l'école du Lavapesson, c'est maintenant où il y a l'école maternelle et la crèche. Donc c'était un petit village, il y avait 600 habitants, donc l'école était petite, on avait des classes à 2 degrés pour l'essentiel. Et puis,
il y avait des branches qu'aujourd'hui vous n'avez, je crois, plus comme cela que nous avions encore. Par exemple, les filles apprenaient le tricot et raccommoder, tandis que les garçons apprenaient à planter des clous, à serrer des vis et puis à faire des instruments comme ça. Moi, j'aurais mieux aimé faire ce que faisaient les garçons. Je n'aimais pas du tout le tricot. Ça, c'était une grande différence. On n'avait pas de halle de gym, donc on faisait la gymnastique dans la cour d'école le vendredi après-midi. On avait congé le jeudi et on allait à l'école le samedi jusqu'à 15h. C'était un petit peu différent. On n'apprenait pas les langues comme vous. On avait un tout petit peu d'allemand dans les 2 dernières années de l'école primaire. Et autrement, et c'est ce que je dis, pour l'essentiel, je crois qu'on apprenait comme vous à lire, à calculer, à compter, à se comporter correctement. Peut-être une chose que vous ne faites plus non plus. Nous devions aller tous les premiers vendredis du mois à Givisiez. On allait à la messe, c'était le premier vendredi du mois. Et comme on n'avait pas d'église à Grange-Paco, on devait aller à celle de Givisiez. Ça, c'était marquant parce qu'on revenait à pied. On était quand même très petits encore. On revenait à pied. On était toujours tous ensemble. Puis les classes, alors les classes de l'époque, c'était autre chose que maintenant. J'ai une photo là de classe où on était 53 ou 54 dans la même classe. À l'école, vous écrivez sur quoi et avec quoi? On écrivait avec une plume, avec un bec, puis on avait un encrier, puis on avait l'encre dedans, on piquait, puis on écrivait comme ça. On était toujours 2 personnes par banc. C'était par les pupitres, hein, c'était comme des bancs, vraiment bancs, hein, et puis voilà. Avez-vous des devoirs à l'école et quel type de devoirs s'agissait-il? Alors, les devoirs, alors c'était, on devait apprendre des poésies, surtout apprendre des poésies. C'était ça à l'époque. Hein. Des fois, on avait des lignes d'écriture à faire. Parce que Monsieur le Régent était très pointilleux pour l'écriture. On doit avoir une belle écriture. C'était important. Parce que quand j'étais petit, lorsqu'on voulait une place, un emploi ou quelque chose comme ça, il fallait faire un manuscrit, présenter au patron un manuscrit. Il regardait l'écriture. Il disait, ah, il a une belle écriture, c'est un plus. Alors on apprenait à faire une belle calligraphie, ça s'appelle. Et on écrivait avec la plume et un encrier. Et puis il y avait une chose, c'est que dans notre école, il y avait beaucoup de fils de paysans. Et ces fils de paysans, ils n'avaient pas le temps de faire des devoirs. Qu'est-ce qu'ils faisaient en arrivant? C'était travailler à l'écurie. Hein? Ils travaillaient à l'écurie le soir et le matin, avant de venir à l'école, ils retravaillaient à l'écurie. Et souvent, nous on se moquait un peu d'eux parce que voilà, ils venaient à l'école, ben, ils sentaient l'étable, ils sentaient l'écurie. Dans votre classe, vous avez tout le monde, disons, la même religion. Alors effectivement, dans notre classe, sur les 21, il y avait un protestant et le reste, on était catholiques. Et donc, par rapport à ce fait-là, on avait toujours aussi le prêtre qui venait une fois par semaine nous donner le cours de religion. Et alors, le protestant, ben, il avait la chance, il pouvait, quand c'était le vendredi en fin d'après-midi, il pouvait rentrer chez lui. Ben, je veux dire que vous êtes à l'image de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a de toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les origines, et que c'est une richesse pour notre pays de pouvoir partager tout ça ensemble, et qu'il ne faut pas en faire une différence, mais il faut en faire une force commune. Moi, je trouve que c'est bien qu'on soit tous mélangés, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, dans notre classe, il n'y a aucun problème avec les religions, on se respecte chacun leur religion. Bah, dans notre classe, on parle pas des religions parce que c'est égal. Nous, on a plein de religions, on se respecte tous. Ça veut pas dire qu'il y a une personne qui a une religion pas la même que nous qu'on doit le critiquer, et on se respecte tous. C'était quoi les punitions à l'école? Alors, il y avait une des maîtresses qui aimait bien nous donner des coups de règle. Ça, il y avait parfois, sur les doigts. Autrement, on allait peut-être à la porte.
pas trop longtemps, un petit moment, puis ils venaient nous rechercher. À l'école, est-ce que vous avez des punitions? Parfois, on a des avertissements et je sais plus combien 5 avertissements. On a une retenue de 50 minutes après l'école. Aussi, par exemple, si on tape quelqu'un ou quelque chose comme ça, on participe pas, par exemple, au camp de ski ou à la Credit Suisse Cup. Quand j'étais en Jordanie, elle avait un gros bâton comme ça, et si tu fais un truc, elle te tape sur la main comme ça, toute sa force. Mais ici, c'est les mêmes punitions que les autres, ils ont dit. Si on a tapé quelqu'un, par exemple, on doit faire une lettre où on dit, par exemple, je m'excuse, je referai plus ça et pourquoi on a fait ça et des choses comme ça. Et sinon, on a 50 minutes de colle et on doit rattraper des travaux. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais bon, on faisait pas les malins. Hein. On avait souvent des réprimandes parce que, je t'ai dit, on disait pas bonjour aux gens et ils allaient chez le régent se plaindre. Oui, Gérard, il salue pas, ou bien des choses comme ça. Et une fois par semaine ou 2 semaines, il y a M. le curé de Givisé qui venait nous faire le catéchisme. Ah, ok. Hein? Voilà. Et M. le curé, il me connaissait, moi j'aimais bien faire le foot avec lui parce que j'osais. Et une fois, il m'avait demandé mon nom et moi j'avais dit, je m'appelle Castois Lagulaski. Et il m'a dit, bon, Gérard, à genoux. J'avais dû rester toute la séance à genoux. Voilà. Mais bon, on faisait les fous aussi. Hein. Quel genre de punition aviez-vous à l'école? Les punitions à l'école, il y en a une que je me souviens très bien. C'est qu'on était à la gym, puis j'avais raconté, je sais pas quoi, une bêtise. Alors l'instituteur était là derrière moi, il m'a flanqué une bonne gifle. Alors comme on était toute la famille était dans la même classe à l'époque, il fallait monnayer avec les petits frères pour leur dire, mais tu dis rien à papa et maman, hein. Mais c'était difficile de leur faire garder le silence parce qu'ils se dépêchaient de rentrer de l'école avant moi pour que les parents soient au courant avant que j'arrive. Et puis, j'ai ramassé le double à la maison. Et puis voilà, c'était la correction. Mais on essayait de se tenir à carreau pour ne pas avoir autrement de punition. Et vous, maintenant, c'est quoi vos punitions? On a soit 1 heure de colle à la fin de l'école, sinon on doit par exemple recopier un texte, des choses comme ça par exemple. Ou sinon il y a des activités comme le camp de ski, on participe pas si on fait trop de bêtises, ou la Credit Suisse Cup, des trucs comme ça. Quel genre de punition vous avez eu à l'école? Alors là, ils étaient sévères. Hein. Je pense qu'ils étaient plus sévères qu'aujourd'hui. À l'école, ils nous mettaient dans le coin et puis il ne fallait pas bouger. Hein, parce qu'alors, on recevait encore des claques à l'époque. Hein. Ah oui, alors, ça c'est sûr. Alors. On en recevait. Hein. Et puis il ne fallait pas dire ça à la maison parce qu'on en recevait encore une. Quels étaient vos jeux quand vous étiez à l'école? Alors, on avait l'élastique. On avait la balle, beaucoup de balles à piquer, balles au camp, des choses comme ça. On jouait aussi avec des petites billes. On y faisait un petit trou et on envoyait les billes rouler dans les trous. Et on avait une plus grosse qui s'appelait une agate. Et c'est celle-ci qu'on faisait rouler les plus petites et elles devaient atterrir dans un trou. Et ceux qui arrivaient à mettre un maximum, ils avaient gagné, bien sûr. Vous faites quoi pendant les récréations? À la récré, on fait que de glisser sur les toboggans ou glisser par terre. Et après, on se salait. Après, quand on revient dans la classe, on fait que d'être debout. Tout le long. Et pourquoi vous êtes debout? Parce qu'on s'est mouillé les fesses. Ah d'accord. Déjà, je mange ma récré que ma maman, elle prépare. Et puis, j'attends un peu, je parle un peu avec mes copains. Et puis aussi, des fois, je prends le livre que je lis en classe dehors. Moi, alors, à la récré, ça dépend des saisons. Quand il y a la neige, on ne peut pas jouer au foot, malheureusement. Mais quand il n'y a pas la neige, on peut jouer au foot. Mais sinon, quand il y a la neige, on glisse beaucoup, au toboggan. Quand il est gelé, surtout. Comme ça va vite et parfois on tombe un peu. Mais voilà quoi.
Alors moi, pour la récré, avec les filles de l'autre classe et de ma classe, on fait tous un regroupement, puis on reste jusqu'à la fin, on parle, on s'échange des goûters, et voilà. À la récré, avec mes copines, on parle, puis quand il y a la neige, avec une de mes copines, on prend notre pantalon de ski et on glisse sur les pentes avec de la neige dessus. Qu'avez-vous dans la cour de l'école comme jeu? Eh bien, dans la cour de l'école, il n'y avait aucun jeu. Il n'y avait pas de place de jeu. Dans la cour d'école, elle est la même que maintenant, sauf, si vous la connaissez, il y a maintenant une place de jeu. Il n'y avait pas de place de jeu. On utilisait un côté pour jouer comment ça s'appelle, au ballon, la balle au camp, je crois. Et puis, les grands jouaient sur la grande partie, et puis les plus jeunes jouaient sur l'autre partie, parce qu'on estimait que les grands lançaient le ballon trop fort pour les plus petits. Donc, c'était ça, la récréation, on jouait à ça. Et puis, les filles jouaient à l'élastique. Vous jouez encore à l'élastique? Ah ben, c'est un très beau jeu, l'élastique, je vous le dis. C'était deux devaient tenir une élastique tendue autour des jambes, puis les autres faisaient des jeux de croiser les élastiques, et puis on devait le monter au fur et à mesure, et les meilleurs arrivaient à faire des séries de pas avec un élastique qui était à 80 cm du haut. Voilà, ça c'était nos jeux à la récréation. Mon papa était un paysan, mais il savait très bien travailler de ses mains. Et à côté de chez nous, il y avait une petite forge, un petit atelier, où on avait la possibilité de forger le métal. Ça veut dire le chauffer jusqu'il soit rouge, et puis après, sur l'enclume, avec un marteau, lui donner une forme qu'on voulait. Et j'allais toujours accompagner mon père depuis tout petit, et j'ai été passionné par le feu de la forge, le métal qui était rouge, qui se laissait travailler au marteau. J'ai dit, ça, j'aimerais faire plus tard. Et à 16 ans, j'ai décidé de faire un apprentissage. Et puis, à Givisiez, il y avait une petite entreprise de serrurerie. C'est là que j'ai commencé mon apprentissage en 1956. Serrurier en bâtiment. Mais il faut savoir que je faisais beaucoup au marteau de forge. J'ai tout de suite aimé travailler le métal. C'était pour moi quelque chose de très important. Quand vous étiez enfant, quel était votre métier de rêve? Je crois que mon métier de rêve, je disais toujours que je voulais être skieuse professionnelle, parce que j'aimais beaucoup le ski, mais je me suis rendu compte assez vite que c'est peut-être c'est un métier qui ne dure pas très longtemps, puis j'ai abandonné. En fait, je me suis intéressée très tôt au droit vers l'âge de 13-14 ans. Là, j'ai su que ça m'intéressait. Quel était votre métier de rêve quand vous étiez enfant? Eh ben, c'est ce que j'ai fait, boucher. Ça a toujours été, j'étais toujours... Parce que dans le temps, on faisait de la boucherie à la maison. Chaque année, il y a un boucher qui venait, on tuait un cochon ou bien une bestiole, ça se faisait tout à la maison. Dans toutes les fermes, ils faisaient ça à l'époque. Et puis je voyais faire ça, puis ça m'intéressait. Quels étaient vos moyens de transport pour partir en vacances? On partait un jour par année, on va dire. Un jour par année, et là, on allait à la montagne. On allait à la montagne parce qu'on mettait les génisses à la montagne. C'était celles qui viennent avant les vaches, plus petites, on les mettait à la montagne. Et là, on allait une journée avec mon papa et ma maman. On allait les trouver. Comme on dit, on allait aussi trouver le gardien des vaches. Et là, on lui apportait quelque chose. Et ça, c'était notre sortie. Et on avait une voiture. Autrement, j'allais chez ma grand-maman maternelle. Là, j'allais avec le train, par contre. Si vous habitez loin des magasins et de l'école, comment vous faisiez pour vous déplacer? Oh là là. Alors là, on n'était pas gâtés comme vous maintenant. Hein. Il n'y avait pas de bus. Beaucoup de parents n'avaient même pas de voiture. Tout était à pied. Que ce soit pour l'école, pour aller à l'église, pour aller en commission, quoi que ce soit. L'été comme l'hiver, c'était à pied. On avait un vélo. Comme nous, on était 6 enfants en famille. Avec les parents, on avait 2 vélos pour tous. C'était... Il faut un petit peu la bagarre. Hein. Bah, ton jour, c'est mon jour, ou comme ça.
Non, mais on était heureux comme ça, hein, on ne connaissait pas d'autres, et puis voilà, on faisait avec. Comment étaient alors les voitures? Oh, c'était des voitures comme maintenant. Bon, c'était pas les grandes voitures qu'il y a maintenant, hein. C'était des simples petites voitures, mais pour nous, c'était un exploit déjà d'avoir une voiture alors, hein. Et tout le monde n'avait pas. Il y a le boulanger qui avait la voiture parce qu'il venait livrer le pain, les commissions. Question de magasin aussi, à Grange-Paco, il n'y avait rien du tout, hein. Il y avait l'ancien restaurant qui était en bas au Lava-Pesson, là, qui avait un petit magasin avec le restaurant. Alors là, tu pouvais aller faire un peu tes petits achats, mais on allait quoi, une fois tous les 10 jours, acheter pas, des pâtes, du café, des choses qu'on ne cultivait pas nous-mêmes, parce que nous, on avait un grand jardin, on faisait tous nos légumes nous-mêmes. Encore maintenant, hein, je fais encore tous mes légumes moi-même. Hein. Est-ce que quand vous étiez petit, il y avait déjà des personnes qui avaient des voitures dans le village? Alors, les personnes qui avaient des voitures dans le village, il y en avait deux. Là, au village, il y en avait deux. C'était un agriculteur et puis le vétérinaire. Alors, c'était les voitures qu'on voyait passer. Après, il est venu le boulanger qui livrait le pain. Mais quand j'étais vraiment jeune, le boulanger, il venait avec le vélo et puis une remorque derrière pour livrer le pain. Mais la route, elle était goudronnée? Non, la route n'était pas goudronnée. La route a été goudronnée à Grange-Paco, c'était en 62, 63. C'est là que la route a commencé à être goudronnée à Grange-Paco. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans le village qui avait déjà des voitures? Non, il y avait très peu. Il y avait 4, 5. Les paysans un peu qui avaient des voitures. Après, non, il y avait très peu de voitures. On allait à l'école sur l'ancienne route cantonale. Si on croisait 2 voitures quand on allait à l'école, c'était beaucoup. Je suis née en 65, donc j'étais à l'école à partir de 71. Donc c'est l'année un peu, c'est les années 70, c'est un peu les années, si vous vous souvenez, je crois que c'est nouveau à la mode des pattes def, donc les pantalons plutôt larges en bas. C'est un peu les années hippies. Donc nous avions, puis surtout on n'avait évidemment pas de marque, ça n'existait pas, les habits avec les marques, ça n'existait pas les maillots d'équipe de foot que vous mettez beaucoup aussi aujourd'hui, ou des marques avec des dessins, je vois, vous en avez aussi, hein, Mickey, des choses comme ça. Nous, je vais vous faire passer, vous verrez qu'on a toutes des pulls qui sont tricotés par nos mamans ou nos grands-mamans, c'était ça. Nos mamans tricotaient pour nous les pulls, elles crochetaient, moi vous me reconnaîtrez peut-être sur la photo. Et moi, j'avais encore de la chance parce que j'avais 2 tantes qui étaient couturières et tricoteuses, donc je pense que j'avais les plus beaux pulls de la classe. Vous avez entendu comment nous nous habillions à l'époque. Alors, qu'est-ce qui est différent? Vous diriez, qu'est-ce qui est différent par rapport à nos habillements? Par exemple, quand il y a des fêtes, on porte plus souvent des robes, maintenant on peut porter des pantalons. Par exemple, à des anniversaires, on va pas venir comme si on était une princesse avec une couronne. On va, je sais pas, on va mettre un pantalon, un pull. Si t'as envie, tu mets une couronne. Vous n'avez plus les habits du dimanche. Ça, j'ai oublié de vous dire. Nous, on avait des habits seulement pour le dimanche. On les mettait jamais autrement. Est-ce que vous avez des habits qui sont seulement pour le dimanche? Moi, je me mets en pyjama, comme ça, après, je suis confortable et je joue toute la soirée à la play. Donc, pas d'habit l'habit du dimanche, c'est le pyjama? Bah oui, parce que le mien, il est confortable et après, je joue à la PlayStation. Ah, ben voilà. Ben, tu vois, nous, le dimanche, on mettait les habits du dimanche parce que, en général, on allait d'abord à la messe et puis après, on allait en visite chez nos grands-parents. On était tout bien habillés pour arriver chez les grands-parents pour qu'ils voient qu'on était... Voilà. Puis après, on se changeait parce qu'on voulait aller à l'écurie, on voulait aller courir dehors avec nos cousins. Puis ça, on ne pouvait pas faire parce que les filles, effectivement, on devait mettre des robes. Hein. Moi, je détestais ça aussi, mais enfin, on devait mettre ça. Alors, c'est ce qu'on appelait les habits de rechange. On devait les prendre avec dans un sac pour pouvoir se changer, pour pouvoir aller jouer dehors et pas salir nos habits du dimanche. Aussi, par exemple, j'ai remarqué certaines filles, elles aiment bien mettre des habits... des pantalons par exemple plus larges, des jeans larges comme ça. Et aussi elles aiment bien mettre des t-shirts un peu courts.
Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous utilisez des expressions que de nos jours on utilise? Le syllabaire, il était petit comparé à aujourd'hui. On avait un vocabulaire tout simple. On pensait pas, il n'y avait pas de téléphone, de radio à cette époque-là, quand j'allais à l'école. Les premières radios qu'on a eues, moi j'avais 16 ans à la maison. Quelles sont les expressions que vous utilisez le plus aujourd'hui, vous? Les jeunes d'aujourd'hui utilisent comme expression genre « Wesh, mon ref, ça gaze ». Donc Ouais. ça veut dire « Salut mon ami, ça va ?» ou un peu comme ça. Et puis il y a aussi « Mais frère, qu'est-ce que tu baragouines ?» Par exemple, ça veut dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Bah, les expressions qu'aujourd'hui on utilise, il y a wesh, frérot, poteau, frère. C'est surtout pour les appeler. Maintenant, on les appelle plus par les prénoms, on les appelle souvent comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme langage entre copains? Ben, certains garçons, ils s'appellent frères. Je ne sais pas pourquoi, faut leur demander. Bah, des fois, on dit wesh, mais c'est quand on est, par exemple... ça a plusieurs sens. Par exemple, quand on est impressionné ou pour se dire bonjour, ça dépend des fois. Si quelqu'un dit quoi, après il y en a un qui dit quoi coubé. Ah ben ouais, ça j'ai déjà entendu alors. J'ai mon petit-fils qui dit ça. Il dit alors ça, tu commences pas ce langage comme ça avec moi parce qu'alors ça ne va pas aller. Il y a aussi par exemple genre pour dire par exemple tout simplement. Quels étaient vos loisirs quand vous rentriez de l'école? Alors ça, c'était toute une aventure. D'abord, quand on rentrait de l'école, on avait des devoirs tous les jours. Donc la première chose qu'on faisait, on se dépêchait de faire nos devoirs. Et donc dans le quartier où j'étais, donc le chemin de la Rapeta, on était une petite dizaine, et évidemment qu'on se retrouvait. Et on jouait des heures durant jusqu'au moment du repas, du soir. Alors globalement, les gens mangeaient à ce moment-là vers 6h, 6h30, selon les familles. Et alors, nos jeux, ils évoluaient selon les saisons. Alors, souvent l'automne, on commençait par faire des tours à vélo. Ensuite arrivait le paysan d'à côté, il faisait les silos pour les vaches à partir du maïs. Alors, on a passé des heures dans ces silos à jouer, à sauter, à faire des roulades dans tous les sens. Après les silos, c'était terminé. Alors arrivaient les batailles de marrons. On avait un grand châtaignier dans notre jardin. Et alors on faisait des batailles de marrons. Et on faisait pas attention si c'était une fille ou un garçon. Hein, on y allait franchement. Et puis après arrivait l'hiver. Donc c'était la luge, le bob, le ski. Et on était tout le temps dehors. On passait notre vie dehors. Quels sont vos loisirs quand vous sortez de l'école ? Moi, comme loisir, ce que je fais après l'école, je joue à un jeu qui s'appelle Pac-Man, un jeu vidéo sur une mini arcade de jeu. Et puis ensuite, je joue au Rubik's Cube. C'est un cube comme ça où on peut bouger, on doit bouger partout comme ça pour ensuite résoudre toutes les couleurs dans toutes les faces. Ouais, je connais ce jeu. Avant, je jouais dehors, je faisais mes devoirs, je jouais dehors. Et maintenant, je fais mes devoirs et je joue au baby-foot. Quels étaient vos loisirs quand vous rentriez de l'école? Alors, quand je rentrais de l'école, il fallait d'abord faire les devoirs, hein. Ça c'était important. Et puis après, j'aidais à la ferme. Il y avait les lapins à nourrir, les poules, tout ça. Il fallait donner un coup de main à la maman. On avait un chien, on avait des chats. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était de rester à la maison, donc on s'amusait avec le chien, avec les chats. On allait à la forêt aussi, de temps en temps, faire un petit feu, cuire des pommes de terre, des pommes, un cervelas. C'était ça avec les copains voisins, donc voilà. C'était quoi vos loisirs ou vos passe-temps favoris? Alors, mes loisirs préférés, moi j'allais au scout.
Je me souviens très bien, j'aimais beaucoup cela. D'abord, on avait un petit groupe à Grange-Paco, puis après, j'allais tous les samedis au scout à Givisier. Et puis, j'aimais, moi, beaucoup aller à la bibliothèque parce que j'aimais beaucoup lire. Et le jeudi, c'était mon grand frère, devait nous emmener, ma sœur et moi, à la bibliothèque où on allait chercher des livres pour la semaine. Quel jeu aviez-vous quand vous étiez petit? Ben, quand j'étais petit, on était une grande famille. Et puis, on avait une ferme. Puis dans la ferme, ben, dès qu'on a pu donner des petits coups de main, on a fallu donner des coups de main. Après les jeux, ben, on avait des poules, on avait des chats, il y avait des lapins. Alors, on se passait le temps, on jouait, si on veut, avec ces petits animaux qui étaient à la ferme. On n'avait pas spécialement de jeux, mais on s'est toujours bien amusé. Alors nous, les loisirs, c'était un ballon de foot. Et puis l'hiver, une canne d'hockey avec des patins, mais pas des patins qu'aujourd'hui. Hein. À part ça, on construisait des cabanes dans la forêt. Nous, les jours de congé, on les passait souvent dans le petit bois-là, on construisait des cabanes dans les arbres. Comment vous avez gagné de l'argent? Comment on gagnait de l'argent à l'époque? Oui. Alors à l'époque, la question de l'argent ne se posait pas tellement. Alors on avait un peu d'argent de poche, mais ça c'était très peu. Et puis comme de toute façon il n'y avait pas de magasin, l'argent de poche on ne pouvait pas le dépenser. Et puis après pour se faire un peu d'argent, pour gagner de l'argent, moi j'allais surtout l'été, j'allais aider le paysan qui habitait à côté de chez nous. Alors ça commençait déjà au printemps, on allait aider à planter les pommes de terre. Et puis l'été, on l'aidait pour les moissons. Même si j'avais pas le droit, on conduisait des fois les tracteurs dans les champs, mais très lentement, parce que pendant ce temps-là, nous, on conduisait le tracteur, et puis le paysan, il mettait les bottes de paille sur le char. Et puis l'automne, alors on allait aussi ramasser les pommes de terre, et puis après, trier les pommes de terre. Mais on ne parlait pas de salaire, on parlait pas. C'était de l'argent qui nous était donné comme ça. Pour nous, c'était beaucoup et on était contents. C'est parce qu'on recherchait l'argent. On aimait aller aider, mais ce n'était pas dans le but de gagner de l'argent. Il y avait une fleuriste cette fleuriste connaissait bien ma maman et ma maman aussi. Alors parfois, j'allais chez elle l'aider à ranger des choses ou à travailler comme ça, et parfois elle me donnait un petit peu d'argent. Avec des amis, on allait à Gauthieron, on faisait des pop-corn. Soit parfois, je reçois un peu d'argent de poche quand je fais des tâches de ménagère. Comment sont les relations amoureuses? Ils sont très timides, ça veut dire c'est... Ça n'a pas changé alors. S'il y a par exemple, deux amoureux, les camarades, ils se les approchent pour faire un check ou un câlin. Certaines personnes, des fois, elles sont pas très timides et des fois, elles se mettent en couple. Mais ça dure pas très longtemps et des fois, ça dure longtemps. En fait, nous, on essaye en fait de les rapprocher parce qu'ils n'arrivent pas à faire... ils sont en couple, mais... Ils veulent pas se parler, ils sont un peu timides. Du coup, il y en a, ils essayent un peu de les pousser pour qu'ils se fassent un câlin ou des choses comme ça. Ah ben, alors ça c'était déjà, on n'était plus rien tellement petits là, à ce moment-là, mais il y avait des balles dans les villages voisins ou comme ça, puis on s'en sortait un petit peu dans les balles, puis c'est là qu'on rencontrait J'ai rencontré ma femme comme ça, par exemple. Il y avait chaque samedi environ une douzaine de paires de chaussures alignées sur tous les escaliers, c'est-à-dire c'était les chaussures de mes oncles pour le dimanche, mes parents, et au début il y avait encore mes grands-parents qui vivaient avec nous. Et je devais cirer ces chaussures. Et il fallait que ça brille, c'était pas question, c'était il fallait vraiment que ça brille. Et ça c'était pour moi comme une punition parce que j'étais dedans, et puis c'était monotone. Moi mes parents ils aiment pas me punir, mais juste quand ils me punissent, ils me font juste une leçon et c'est tout. Moi, ça dépend parce que si c'est mon père qui me donne les punitions, je dois faire 5 pompes devant lui. Et si c'est ma mère, je dois juste aller dans ma chambre.
Moi, souvent, c'est privé de sortie. Pendant pas tellement longtemps, pendant 2-3 jours, je peux plus aller jouer. Mais, ou sinon, des fois, c'est soit faire le lave-vaisselle. Donc voilà. Moi, souvent, j'ai plus le droit d'inviter des amis pendant une semaine. J'étais privée d'argent de poche. Pendant une semaine, je suis privée d'iPad. Alors nous, les punitions qu'on avait à la maison, si on n'avait pas terminé notre assiette, par exemple, à midi, on devait la terminer le soir. Ou si on a fait une bêtise, on n'avait pas le droit d'aller jouer. On devait rester dans notre chambre. Voilà, globalement, ça c'était les punitions. Soit tu étais privé de sortie, soit tu étais privé d'écran pendant quelques temps. Après, ça dépend de la bêtise que tu fais, quoi. Mmh. Est-ce que les filles de votre époque pouvaient exercer des métiers d'hommes? À mon époque, les métiers d'hommes, pas tellement, non. Elles faisaient plutôt infirmière, institutrice, ça commençait, mais pas chef d'entreprise ou de choses comme ça. Alors à ce moment-là, c'était très rare, si je me souviens. Il y avait très peu de femmes qui avaient des métiers d'hommes. C'était pas courant. De par le système de la famille, souvent les mamans ne travaillaient même pas. Elles restaient à la maison. Il n'y avait pas d'accueil extrascolaire pour les repas, ni pour faire les devoirs. Donc les mamans étaient mises à contribution pour élever les enfants, pour éduquer les enfants. Les femmes avaient-elles les mêmes droits que les hommes? Non, moi je pense pas. Les femmes, les 3/4 du temps, elles restaient à la maison, elles élevaient les enfants, s'occupaient du ménage. Ma maman, pour donner un exemple, c'était peut-être dans les années 1964 qu'elle a pu aller travailler l'hiver dans un grand magasin de la ville de Fribourg, mais seulement durant l'hiver. Alors elle faisait des heures comme ça dans un grand magasin de la ville. Elle a pu passer le permis là et commencer à faire partie d'une société de gymnastique. Ils ont les mêmes droits. Par exemple, pour le foot, c'est pas que pour les garçons, il y a aussi des filles qui font du foot. Et aussi pour les habits ou les trucs comme ça. Mais par contre, il y a encore, par exemple, pour le salaire, les trucs comme ça, il y a quand même une différence. Moi, je pense avant, elles avaient peut-être moins de droits, mais maintenant, elles ont plus de droits qu'avant, mais elles n'ont pas tout pareil que les garçons. Les hommes respectent moins les femmes que les hommes. Enfin, ils respectent plus les hommes que les femmes. Non, elles n'avaient pas du tout les mêmes droits. Moi, je me souviens quand ma maman est allée voter la première fois. Les femmes dans ce pays et dans ce canton ont le droit de vote depuis 1971. C'est l'année où j'ai commencé, en fait, où j'étais en première année d'école. Et je me souviens l'avoir accompagnée au bureau de vote la première fois qu'elle a pu aller voter. Et puis, il a fallu attendre aussi 1991 pour pouvoir revendiquer d'avoir les mêmes droits. Moi, je me souviens, par exemple, avoir aussi voté pour la révision, ce qu'on appelle le droit du mariage, parce qu'avant, on disait que c'était l'homme qui décidait tout pour la famille. C'était lui, le chef de famille. Et la femme ne pouvait pas accepter marier un emploi sans avoir la signature du mari. Elle ne pouvait pas prendre un appartement sans que le mari signe. Elle ne pouvait même pas hériter de ses parents ou recevoir quelque chose, une donation de ses parents, sans que le mari soit d'accord. Donc tu vois qu'on a fait en 50 ans des très très gros pas. Et encore un des derniers qu'il faut arriver, c'est la question de l'égalité des salaires, qui est importante. Mais on avance. Mais moi j'ai vu vraiment, c'est pas à pas, cette égalité s'installer et c'est un combat très important. Le dernier aussi qu'il faut réaliser, je vous le dis, puisqu'il y a aussi parmi vous, c'est que les filles choisissent les métiers indépendamment aujourd'hui un peu des idées que l'on a, que les filles puissent faire quelque chose et les garçons autre chose. Chez nous, c'était assez clair. Quand moi, j'ai hésité, peut-être j'aurais dû vous dire le collège, à un moment donné, j'ai voulu faire un apprentissage, ce qui est très bien aussi, formation professionnelle. Mais les seules offres qu'il y avait quasiment pour les filles, c'était secrétaire, assistante en pharmacie, coiffeuse,
C'est des très beaux métiers. Mais moi, j'aimais le métier, la technique, tout ça. Et puis tout le monde disait, non, mais là, il n'y aura pas informaticienne. On commençait l'informatique. Informaticienne, non, pas possible. Tu ne veux pas faire dessinatrice en bâtiment? Non, ce n'est pas un métier pour les filles. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, j'espère que ça change beaucoup parce que les métiers sont ouverts aujourd'hui aux filles et aux garçons. Donc il y avait des métiers stéréotypés un peu. Absolument, c'est ça. Tu parles encore mieux que moi. Effectivement, il y avait des stéréotypes. On n'imaginait pas du tout. Et moi, j'avais envie d'être dessinatrice en bâtiment. C'était pas du tout envisageable. Alors, on me proposait d'être secrétaire, ce qui est un très beau métier, je dis pas. Mais ça m'intéressait pas tellement d'être dans un bureau toute la journée. Par exemple, ma maman, elle était femme au ménage. On était 6 en famille. Maman, elle produisait tous les légumes pour la famille au jardin. Donc, c'était un tout. C'était pas... en tout cas, chez nous, c'était comme ça. Papa travaillait à l'extérieur et tout ça. Maman, elle s'occupait du jardin. Elle nous faisait nos habits. Elle tricotait, elle nous cousait des trucs. Alors, elle avait énormément de travail. Mais ça, c'était un esprit de famille. Alors, si on peut appeler ça droit ou pas, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est différent. Comment est la vie du village aujourd'hui, selon vous? Je pense que ça a beaucoup changé déjà. Et aussi, c'est plus pratique parce qu'il y a beaucoup plus de magasins, il y a une bibliothèque, il y a un terrain de foot, il y a plein de choses qui sont assez près, donc on peut y aller facilement. Moi, je suis nouveau dans ce village. J'ai déménagé 7 fois. Oui. Ça veut dire que je peux témoigner, celle-là, c'est le meilleur endroit où je suis là. Merci. Un très grand Merci. merci.